Messieurs et dames, bien bonjour, bien bonsoir. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Matinique 2035 Qui ça nous l'est, le magazine de l'avenir collectif optimiste. Alors ce soir, aujourd'hui, nous avons l'avantage de recevoir monsieur Mathieu Petit. Mathieu Petit, bien bonjour. Bien le bonjour. Très bien. Alors Mathieu Petit, vous êtes chargé de mission à la ville de Fort-de-France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites de vos journées, à qui vous vous adressez, comment ça se passe? Ok, moi je suis chargé de projet auprès du maire et je travaille sur tout ce qui est projet de quartier, tout ce qui est participation citoyenne. J'accompagne beaucoup de projets, d'initiatives collectives sur les quartiers foyalais. Donc je rencontre des responsables d'associations, des habitants, des élus, des chefs d'entreprise. Et mon travail, c'est d'accompagner des démarches collectives sur les quartiers. D'accord. Et des démarches collectives qui concernent quel secteur d'activité? Tous les secteurs d'activité, mais en termes de politique publique, l'idée c'est de travailler sur le développement local. Donc on travaille sur l'éducation, sur la culture, sur l'aménagement de jardins partagés, sur de l'animation aussi, de l'animation d'équipements de quartier, sur le sport, les fêtes de quartier, voilà, l'habitat, l'accompagnement sur l'habitat. Donc c'est assez divers. D'accord. Et avant d'être chargé de projet à la ville de Fort-de-France, vous avez animé une association qui s'appelle Ville Caraïbe. Qu'est-ce que c'était? Donc j'ai monté l'association qui s'appelle le Centre de ressources pour la politique de la ville, Ville Caraïbe. C'est un centre de ressources pour accompagner tous les acteurs associatifs, élus, chefs de projet, techniciens des villes sur le développement des quartiers en Martinique et notamment ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire les quartiers les plus en difficulté et qui sont aidés notamment par l'État, par des financements et des méthodes de travail. D'accord. Donc vous êtes un expert de la politique de la ville depuis plusieurs années. Ouais, ça fait longtemps maintenant. Ça fait longtemps maintenant. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, ici, sur le plateau de Qui ça nous l'est, on parle de l'avenir de 2035. Et pas n'importe quel avenir, hein, pas l'avenir probable, mais l'avenir souhaitable. Donc, quel avenir on souhaite? Quelle Martinique en 2035 on veut voir advenir et dans quelle Martinique on veut vivre en 2035. Alors, j'ai le petit outil magique, là, c'est un connecteur à 2035, là. Okay. Allez, il partit, donc nous sommes en 2035, le 1er janvier 2035. Et qu'est-ce qu'on voit dans la Martinique rêvée de Mathieu Petit? Qu'est-ce qui se passe? Alors, 2035, déjà, ça va super vite parce que 2035, c'est déjà demain, en effet. 2050, mais bon, 2035 déjà. Je pense, et j'espère en tout cas, ce que je souhaite, c'est une Martinique plus solidaire. Ça paraît évident de le dire, mais je pense qu'on a déjà, souvent pour parler de l'avenir, il faut regarder le passé. Et je pense qu'on a eu toujours une capacité de résilience, d'acceptation de l'autre, de tisser des liens, d'être là pour l'autre. Il y a beaucoup d'expressions du pays qui figure ça, comme un lendemain qu'à laver l'autre, ou bien il y en a l'autre, etc. Parce que donc ce que je vois demain, c'est une Martinique qui apprend finalement à aller vers l'autre, qui n'a pas peur de l'autre, parce que souvent on crée beaucoup de barrières entre nous, finalement de crispation, qu'elles soient identitaires, de classe sociale, etc. On a des périodes où on arrive à dépasser ça de façon évidente, et puis là on vient de passer une petite période, par exemple, où les fractures du pays se sont un petit peu révélées, même se sont beaucoup révélées. Et c'est comment, en 2035, on a pu dépasser ça, parce qu'on a les capacités évidentes en Martinique pour dépasser le pire. On a déjà connu bien pire que notre actualité. Oui, parce que vous faites référence à 2024, donc à la crise de la vie chère, c'est ça. Et puis, dans les années 2020-2021, il y avait eu aussi la crise sanitaire aussi, qui avait fait remonter quelques fractures, qui avait créé quelques fractures. Je pense que c'est depuis 2021 que les choses sont un petit peu plus tendues, notamment à travers les réseaux sociaux, le rapport à l'État, puis le rapport aux institutions de façon plus globale. D'accord. Donc en 2035, ces fractures-là ont été réduites. On est dans une Martinique plus solidaire, plus il y en a l'autre, plus à l'écoute de l'autre, plus respectueuse des différences, c'est ça? Ce serait ça. Et comment ça se passe, par exemple, dans un domaine que vous connaissez bien, c'est le domaine de la culture. La culture en 2035, comment ça se passe? Eh bien, alors là, franchement, j'aimerais déjà, parce que depuis ces heures, en fait, si on fait
on parle du futur, il faut parler du passé aussi. D'où on vient. D'où on vient. Eh ben, j'ai l'impression que sur la culture, ça fait depuis l'époque de Césaire où il n'y a pas une vraie politique culturelle, en fait. Oui. On est toujours en train de repartir de l'époque de Césaire pour aujourd'hui. Donc déjà en 2035, j'espère qu'on aura déjà une vision du pays à travers sa culture, mais pas juste une culture folklore. Hein. Oui. C'est vraiment en faire le pilier, un levier fort du développement du pays, d'une vision du pays. C'est-à-dire que ça soit dans l'école, l'éducation, que ça soit en termes de production industrielle, en termes d'accompagnement. C'est comme s'il y a eu une période où la Martinique était capable d'être reconnue partout dans le monde pour sa culture. Et elle est toujours là, mais sauf qu'on a oublié qu'ici, il y a tout ce qu'il faut pour développer une vraie politique culturelle à l'échelle internationale. Et je pense que 2035, si on s'y met maintenant, c'est possible. Il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a des pianistes qui sont tout autour de la planète, qui sont reconnus, on en parle à l'extérieur, qui ne sont pas connus ici nécessairement, à part par les plus aficionados du piano, par exemple. On a, par exemple, c'est aussi un festival de street art. Il y a des graffeurs qui sont reconnus à l'international, mais ici, on ne les connaît pas. Des graffeurs martiniquais. Oui, des graffeurs martiniquais, oui. Je parle bien sûr. On parle bien de la Martinique. Il y a des graffeurs martiniquais qui sont connus à l'international, mais qui ne sont pas nécessairement connus ici. Et c'est comment déjà des individualités qui sont fortes peuvent faire du rapprochement pour faire des collectifs, pour rentrer dans une démarche collective, encore une fois. Et donc, j'espère qu'il y aura une politique culturelle forte et donc le pays pourrait être un petit peu plus valorisé à travers cette culture qu'on a, ces différentes disciplines. Il y a tout le potentiel qu'il faut déjà. Donc ça me paraît... Une ambition pour partir à la conquête de l'international. Oui, mais déjà ici, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire déjà ici, structurer les écoles de musique, les équipements culturels qu'ils soient plus ouverts aux autres. C'est-à-dire que ça ne soit pas toujours des petits groupes qui soient dans des équipements, mais que ça soit très ouvert, que tout le monde puisse accéder à la culture, et puis que ça soit aussi de la culture hors les murs. C'est ce qu'on fait ces jours-ci avec le street art, mais que la musique soit dans les espaces publics, c'est ce qu'on fait à Fort-de-France, hein, on le fait depuis des années. Mais je pense qu'il faut démocratiser ça encore à l'échelle du pays. Et puis, encore une fois, c'est une question de confiance dans notre culture. Des fois, on a tendance à penser que c'est un petit peu du folklore ou des choses comme ça, alors que dans toute notre histoire, on voit que c'est quelque chose qui a permis que le pays tienne debout, quoi. D'accord, donc une valorisation des ressources martiniquaises, donc en Martinique, mais aussi celles qui s'exportent, et soutenues par une politique culturelle ambitieuse. Politique publique et privée. Publique et privée, pour permettre à la Martinique de prendre sa place dans le monde, c'est ça. Hein, exactement. Et au niveau donc de l'agriculture, en 2035, parce que c'est aussi un de vos champs d'intervention, alors en milieu urbain, mais même donc en milieu urbain ou en milieu rural, comment vous voyez l'agriculture en 2035 ? Alors l'agriculture, c'est un bon sujet. En 2009, j'ai jamais autant entendu parler de jardin partagé. Partout où j'allais, j'entendais jardin créole, jardin partagé. Donc on a voulu, à partir de 2010, 2012, c'est quelques années après, mettre en place des jardins partagés. Et ça a été vraiment compliqué de le faire. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées, qui ont envie de produire. 2035, c'est loin, mais c'est tout près. J'ai l'impression que, encore là, avec la crise qu'on vient de connaître sur l'alimentation, sur la vie chère, il y a encore un nouvel engouement. J'étais encore hier il y avait un réseau d'acteurs des jardins partagés qui travaillaient au TOM hier. J'ai l'impression qu'il y a encore une volonté d'aller vers de la production locale. Et vous parlez de Fort-de-France, il y a plusieurs associations, plusieurs acteurs qui travaillent sur les jardins partagés, qui travaillent dans le milieu urbain. Mais il y a aussi, même à Fort-de-France, un milieu rural. Par exemple, vers Balata, il y a plusieurs fermes agricoles, il y a plusieurs espaces de production. Et l'idée, donc, c'est en 2035 de multiplier les espaces, qu'ils soient de petite taille ou de grande taille, qui puissent produire, structurer des filières et aussi avoir du circuit court en termes de distribution. Ça se fait déjà à petite échelle, mais en fait, c'est comme un petit peu la culture. C'est comment on peut renforcer les liens entre ces acteurs-là, fédérer, rentrer dans une démarche de coopérative. Tout ça est au stade de l'embryon. Et tout ça est dans une forte attente des politiques publiques. Là, c'est la CTM notamment,
on attend fortement sur cet enjeu-là de filière. Il y a tout un discours aujourd'hui pour reprendre les financements européens pour la diversité agricole. Je pense que 2035, on aura déjà dépassé ça, j'espère. Donc la diversification est actée, elle est actée non, en 2035, elle sera en œuvre. Là, pour l'instant, c'est en réunion de protocole qu'on y arrive. Okay. Donc on est encore loin de l'opérationnel. Ok, très bien. Et alors, vous avez cité le TOM, qui est le théâtre autonome Mahon, parce que vous êtes un des gestionnaires du théâtre autonome Mahon, qui est un lieu culturel, c'est un lieu culturel. Accueille justement, qui est ouvert à tous les acteurs culturels, tout à fait. Et qui est très accessible donc, aux associations qui ont quelque chose à produire, à partager avec la population. Et ça rentre dans cette logique que vous avez signalée, donc de multiplier ces lieux-là qui sont accessibles à tous. C'est la logique un petit peu du tiers-lieu, c'est-à-dire c'est un espace polyvalent où les acteurs peuvent se retrouver, créer des liens entre eux, mais aussi, en fait, c'est ce qui existait à l'époque, en fait, les centres culturels de quartier qui étaient une innovation dans les années 80, qui ont été en difficulté après. Les MJC, c'est des lieux ouverts où les personnes peuvent venir accéder à la culture parce qu'il y a, par exemple, des séances de cinéma parfois gratuites, il y a des documentaires, il y a des temps d'initiation au ballet ou au théâtre, et c'est des choses qui doivent être démocratisées. Alors, c'est pas simple, un lieu ouvert, etc. Ça demande une présence, ça demande de l'animation. Mais l'idée, c'est vraiment... il y a de plus en plus de lieux qui veulent être des tiers-lieux comme ça. Et je pense que c'est un bon outil à l'échelle de la Martinique. Il y en a plusieurs pour pouvoir multiplier et les initiatives, l'apprentissage et aussi le rayonnement de la culture. D'accord. Donc, la Martinique de 2035 de Mathieu Petit, c'est une Martinique donc, solidaire. Il y en a l'autre. Qui mobilise donc toutes les ressources publiques et privées pour promouvoir donc la culture, donc une Martinique où l'agriculture est diversifiée pour permettre aussi donc à la population de se nourrir des productions. Je dis que c'est un rêve, c'est une intention. Après là, la réalité d'aujourd'hui est plus dure que ça. Mais mais comme c'est jeudi qui amène les demain, il faut que nous... On a la vision demain, en tout cas. Voilà, exactement. Merci. Et en matière donc, de la culture à l'éducation, il n'y a qu'un pas, je dirais. Et vous intervenez aussi dans le domaine éducatif. Donc vous avez une vision de la Martinique, de l'éducation en Martinique en 2035, et puis en tant aussi que citoyen, en tant que père de famille, bien sûr. Pour vous, que serait l'éducation en 2035 ? L'éducation en 2035, en fait, ce qu'on vient de dire, c'est déjà une partie. En gros, la culture, pour qu'elle soit présente à l'école. On parle de 2035, c'est loin, mais par exemple, pendant longtemps, on a étudié beaucoup d'éléments sur la culture française. Et il ne faut pas renier là notre partie française, parce que souvent on a tendance à vouloir dire, mais toute la journée, dans les écoles, c'est plutôt du Victor Hugo et c'est plutôt apprendre les fleuves de France. C'est ça notre réalité. Après, c'est comment on va un petit peu plus loin sur notre culture déjà. Mais aussi sur l'expression artistique. Là, c'est autre chose en termes d'expression à l'oral, en termes de théâtre, parce qu'en fait, ce qui est bien dans la culture et comme les sports, etc., c'est qu'il y a une telle diversité que chacun peut se retrouver et c'est un vrai outil d'expression de la littérature ou autre. Chacun peut s'y retrouver. Mais, qu'il soit en difficulté sur certains points ou sur d'autres, il peut s'exprimer à travers un art qu'il va trouver sur son chemin. Donc il y a déjà ça. L'agriculture, ça me paraît aussi important, même si tu veux être scientifique, l'agriculture, à la limite, ça va pas, ou bien... Mais pouvoir... il y a des ingénieurs agronomes, il y a ça. Non, mais si tu es, je sais pas moi, si tu es dans un métier qui n'a rien à voir avec l'agriculture, c'est vrai que... Mais savoir quand même produire et faire pousser des plantes, ça paraît évident, mais c'est déjà quelque chose qui peut vraiment intéresser les jeunes, mais aussi être très utile pour une famille qui pourrait avoir... un petit lopin de terre ou bien un petit carré pour pouvoir produire, en fait, gagner en autonomie. Mais sinon, l'éducation de demain, c'est une éducation que je vois, de plus en plus ouverte sur, encore une fois, la ville, sur la cité, c'est-à-dire il y a le côté sanctuaire de l'école,
mais il y a surtout apprendre déjà à vivre demain de façon autonome. Et des fois, c'est pouvoir aller à la rencontre de ceux qui sont déjà en train de faire la ville, ceux qui sont déjà en train de fonctionner, et peut-être avoir une école encore plus ouverte sur le monde extérieur, les métiers, aller voir comment ça se passe sur certains métiers au quotidien, que ça ne soit pas si tardif. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est tardif, la découverte de la réalité des métiers, la réalité de la vie professionnelle. De la vie professionnelle. Mais justement, c'est la vie professionnelle, c'est déjà voir ça, c'est de la vie qui continue, quoi. C'est pas juste vie professionnelle, c'est des activités qui sont à l'extérieur des murs. Voilà, donc une école citoyenne. C'est ça, une école citoyenne qui est confrontée à la réalité de la ville. D'accord, voilà. Très bien. Et puis, alors, comment vous voyez la position de la Martinique dans le monde par rapport à la France, par rapport à la Caraïbe? En 2035, est-ce que il y a eu un statu quo, il y a eu une évolution dans ce que vous souhaitez, dans votre vision désirée? Dans ma vision désirée, oui, parce qu'il y a la vision personnelle. Voilà, ma vision personnelle. Vous êtes tout à un citoyen martiniquais. Tout à fait. Alors, ma vision désirée, c'est que demain, déjà, on soit avant tout fiers d'être martiniquais et fiers de la diversité de notre pays. C'est-à-dire, en gros, qu'on ait accepté notre participation à un ensemble qui est français, quoi qu'il soit, qu'on soit en autonomie demain ou indépendance. Moi, j'aurais préféré qu'on soit le plus autonome possible, mais encore une fois, dans l'ensemble français. Mais ce que je pense aujourd'hui qui est important, c'est déjà que nous, déjà dans le cadre où on est, ce qu'on va appeler le statu quo pour certains, qu'on puisse aller au plus loin de ce qu'on peut faire. Et il me semble que souvent, on se pose justement des barrières en termes d'action collective. Parce que notre problème collectif, là, aujourd'hui, sur la Martinique de demain, c'est de pouvoir sortir des individualités et aller vraiment vers des démarches collectives. Dans tout ce qu'on vient d'évoquer, souvent, je trouve qu'on est très performant au titre individuel. Oui. Et que souvent, par l'histoire, par nos difficultés, etc., j'ai l'impression qu'on a du mal à se relier, à connecter des individualités pour être sur une démarche collective. Et ce que j'espère, c'est que demain, on puisse vraiment voir déjà qu'à l'échelle de la Martinique, beaucoup de choses sont possibles, sont déjà presque là. Il y a plein de freins. Il y a plein de freins qui sont divers. Et comment on peut sortir d'une certaine inertie, peut-être des institutions, mais pas que des institutions, aussi des citoyens qui sont actifs, parce que souvent, on a tendance à voir que de plus en plus, les gens sont consommateurs, c'est-à-dire ils sont sur leurs réseaux sociaux, c'est j'aime pas, mais toi là, qu'est-ce que tu fais pour que en bas est bonne, quoi, voilà. Pour moi, c'est vraiment cette partie citoyenneté qui va faire que la Martinique, déjà qu'elle soit dans un statu quo par rapport à la France, ou bien qu'elle soit le plus autonome possible, elle puisse. L'idée, ce serait l'indépendance, mais l'indépendance n'existe pas pour aucun pays. Enfin, il faudra leur dire ça un jour, c'est que la France n'est pas indépendante. Malgré tout, et les pays d'Afrique qui sont indépendants ou de la Caraïbe sont très dépendants de beaucoup d'économies du monde. Donc l'idée de l'indépendance, je suis déjà, enfin ça c'était à l'époque ça. Oui, ça, vous intégrez donc la notion d'interdépendance. Oui, c'est-à-dire qu'on est complètement interdépendant. Si un jour par exemple il nous arrive quelque chose sur notre territoire, il va falloir quand même qu'on commence à parler avec nos voisins. Et l'indépendance, c'est un concept en fait qui était bien dans un cadre colonial dur. Aujourd'hui, il reste pertinent. Le seul truc, c'est qu'il faut bien sûr se rendre compte que c'est des alliances, c'est des interdépendances, comme ça a été évoqué. Et il me semble qu'aujourd'hui, même dans le cadre dans lequel on est, on n'est pas allé au bout de l'affirmation identitaire, culturelle, et sans avoir peur tout de suite de partir dans un truc d'indépendance où on n'est plus avec la France, où l'Europe ne va plus nous envoyer de financement, ou nous-mêmes, on ne pourra plus aller en France, parce que j'ai entendu ça ces derniers mois. Ça, voilà. Sortir des peurs, simplement affirmons notre identité martiniquaise, qui n'est pas une identité qui est que sur le repli sur soi, comme beaucoup des fois disent, le drapeau rouge, vert, noir, c'est du repli sur soi. En fait, un drapeau qui existe là, par exemple, pour moi, c'est un drapeau qui affirme la Martinique. La Martinique, c'est quoi? C'est un pays qui est pluriel, qui a déjà vécu une certaine diversité. Et pour demain, j'espère qu'on va rester sur cette affirmation, c'est-à-dire qu'en Martinique, il y a une culture qui nous est propre,
On va au bout de ça et ça ne nous empêche pas d'être ouverts au monde, de pouvoir voyager, de pouvoir tisser des liens avec la Caraïbe et avec toutes nos diasporas qui sont maintenant partout dans le monde, mais beaucoup en France. D'accord, très bien. Donc une Martinique qui est ouverte sur l'extérieur, consciente de ses propres forces, qui assume son interdépendance multiple, je dirais, multiforme, donc que ce soit avec l'Europe, avec la France, avec les pays de la Caraïbe et avec le reste du monde, hein, c'est ça? Exactement. Très bien, très bien. Alors, un autre domaine que vous côtoyez aussi régulièrement, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur de la ville, c'est l'économie martiniquaise. En 2035, est-ce que l'économie martiniquaise que vous souhaitez est conforme à celle de 2024-2025 ou bien est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est advenu en 2035? Alors en 2035, ce que je souhaite. Hein. Oui, c'est exactement oui, ça. Oui, ce que je souhaite. C'est exactement. Eh ben, c'est peut-être déjà que la démocratie économique, ce qu'on appelle l'initiative économique, soit réelle. Oui. C'est-à-dire, en gros, je pense qu'il y a une vraie énergie dans ce pays qui est souvent contrainte, en fait. Il y a une énergie d'initiative qui est en Martinique. Et moi, je le vois tous les jours. Le seul truc, c'est qu'il y a déjà les démarches administratives, les démarches auprès d'une banque, etc., qui sont limitantes. Et j'aurais souhaité, puisqu'on est là, que d'ici là, ça soit plus ouvert, ça ne soit pas toujours les mêmes personnes qui détiennent un petit peu les clés du pouvoir économique. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi, par exemple, j'ai entendu pendant certaines plateformes, discussions, qu'il y avait quelqu'un qui proposait de mettre 1 million pour faire une banque de développement. Je sais qu'à l'époque, il y a eu vraiment des outils comme le Crédit Martiniquais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qui est-ce qui en a le plus profité? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait quelque chose, c'est qu'il y avait une initiative économique importante à ce moment-là. Et c'est de revenir à des outils qui puissent, en connaissant, en montant un dossier toujours, il y a le formalisme, il y a les démarches administratives, hein, bien sûr, mais qui soient plus proches encore de l'accompagnement à l'initiative économique. Il me semble qu'il y a déjà pas mal d'outils qui vont vers ça, mais que ça soit encore plus opérationnel pour permettre l'accompagnement. Et c'est pas tout le monde qui est chef d'entreprise. Hein. Moi, je connais plein d'artisans, ils sont très forts dans leur action, mais il y a une difficulté pour structurer, pour les démarches administratives, encore une fois, etc. Et c'est voir aussi, encore une fois, comment on peut accompagner toutes ces personnes. Il y a l'énergie est là, après comment on structure autour de ces énergies des filières, des accompagnements structurants, et puis encore une fois, une banque de développement ou quelque chose qui soit plus fluide que ce qu'on a comme institution aujourd'hui en termes d'accompagnement à l'initiative économique. D'accord, donc un accès plus ouvert au financement économique et puis un accompagnement renforcé aux acteurs économiques pour développer leur activité. Tout à fait. On parlait de l'école tout à l'heure. Oui. Pour moi, s'il y a un truc qui manque quand tu es jeune, c'est qu'on t'explique monter une entreprise, qu'est-ce que c'est quoi en termes... Mais très tôt, hein, c'est-à-dire même si c'est dans des cours dès la 6e, qu'on pourrait te dire, au lieu de faire peut-être du latin, c'est un exemple, le latin est important. Mais pouvoir travailler un petit peu sur, ça veut dire quoi être dans une organisation économique et comment finalement on peut, un chef d'entreprise, quelles sont ses fonctions, quelles sont ses compétences, quelles sont un petit peu les limites et les avantages d'être un chef d'entreprise. Quoi. D'accord, donc dès l'école, introduire des formations à l'entrepreneuriat, c'est ça? Au métier. Et puis pour faire écho aussi à ce que vous avez dit aussi précédemment, aussi un apprentissage au travail collectif, au débat collectif, à la décision collective et à l'action collective. À l'action collective, en prenant en compte, encore une fois, la diversité des personnes, parce qu'on parle de diversité, par exemple, des fois, simplement de classe sociale, d'identité, de choses comme ça, mais simplement en termes de compétences, il y a des gens qui vont être très forts pour, pendant une journée, un mur, il y a d'autres personnes qui vont être très fortes pour aller négocier de la peinture, il y a des gens qui vont être très forts pour trouver un financement. Mais en fait, à chaque fois, c'est toujours être dans l'idée de chacun a une place, un rôle à jouer. C'est comment la bonne personne à la bonne place. Et des fois, c'est pas toujours évident dans notre société.
D'accord, très bien. Merci, M. Petit, de nous avoir dressé votre Martinique idéale de 2035. On n'a pas pu tout épuiser. Hein. Il y a encore plein de champs qu'on n'a pas explorés. Mais là, on arrive donc à l'avant-dernière séquence de l'émission. On va vous demander, aujourd'hui, là, donc on revient en 2024. Hop, voilà, nous sommes revenus en 2024. Et si vous pouvez nous parler d'un projet que vous menez actuellement et qui nous emmène vers votre Martinique rêvée de 2035. En fait, j'ai pas un projet. J'ai pas un projet. Justement, j'aime plutôt des approches globales. Et en fait, ce qui pourra amener vers la Martinique de demain, c'est peut-être travailler à plus de proximité et peut-être avoir plus de projets de territoire. C'est-à-dire, encore une fois, on a tendance à avoir des segmentations, des lieux, des domaines de spécialité. Et moi, je pense qu'il faut voir un territoire, et la Martinique, c'est un territoire, et avoir un projet global qui permette de faire des liens justement entre la culture dont on parlait, comment elle peut être plus dans l'éducation, comment elle peut être plus dans l'activité économique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression des fois que, justement dans la politique de la ville dont on parlait, les projets de quartier, déjà l'échelle d'un quartier ou bien l'échelle d'une ville, c'est un bon espace pour pouvoir avoir cette vision globale et en tout cas faire des liens entre des activités. Un centre culturel qui est à côté d'une école a un rôle à jouer, l'équipement sportif qui est à côté a un rôle à jouer, mais il y a aussi les aînés qui sont à côté et qui ont un rôle à jouer. Et en fait, à l'échelle d'un territoire, il y a des proximités et des interdépendances justement, et c'est ce qu'on essaie de faire en fait sur les quartiers foyalais. Alors c'est pas simple, on accompagne beaucoup de projets qui sont différents. On a eu tendance à expliquer à un moment donné, on a fait beaucoup de démocratie participative. Ça, c'est un bon exemple pour l'espérance de demain. C'est que quand il y a des espaces de démocratie, on en a beaucoup sur Fort-de-France. Toutes les semaines, il y a un forum ou bien une réunion de quartier sur une projection ou sur un projet d'aménagement concret. Et par rapport à ça, les gens s'expriment avec leur diversité. Il y a beaucoup d'opposition et même des fois, la démocratie participative sans opposition, c'est qu'il y a un souci. C'est quand il y a un forum et que j'entends pas un habitant qui dit non, je suis pas d'accord ou bien non, je vois pas ça comme ça. Pour moi, on n'a pas réussi l'exercice. Oui. Mais bon, des fois, il y a aussi du consensus. Pour moi, c'est vraiment trouver un moyen d'associer l'habitant. Alors j'ai dit que beaucoup maintenant les habitants étaient consommateurs, mais il y a aussi beaucoup de citoyens qui sont acteurs. Il y en a plein sur les quartiers. Et là tous les jours, j'accompagne des projets. Par exemple ces jours-ci, il y a du street art sur les quartiers, c'est ce que j'accompagne. Ou bien il y a un dispositif qu'on appelle Yanage culturel. C'est beaucoup de musiciens de quartier qui rencontrent aussi des musiciens plus avertis, plus connus. Et aussi les artisans du quartier, etc., qu'on essaie de fédérer à l'échelle d'un quartier. Et on passe comme ça sur les quartiers. Pour moi, c'est des embryons, c'est des petits projets, mais qui pourraient, à l'échelle d'abord de quartier, puis à l'échelle de Fort-de-France, rayonner d'ici 2035. Donc c'est déjà des initiatives qui tendent vers. Et on parlait de comment associer les habitants. Encore une fois, il y a être dans des espaces formels, de forums, ou bien d'instances comme les conseils citoyens, conseils foyalais, ou de collectifs d'habitants. Mais le mieux, c'est quand l'initiative à faire collectivement se met en place. C'est-à-dire des habitants décident qu'ils ont envie d'organiser un événement et ils arrivent à travailler collectivement. Là, tu vois déjà qu'il y a des possibles... tout est possible à partir de là. Une fois qu'il y a l'envie de faire ensemble, à chaque fois, tu vois qu'on peut le faire. D'accord. Et et je vois ça tous les jours. Voilà. Et vous accompagnez donc. Et j'accompagne ces projets-là. Des initiatives collectives. Avec donc dans votre rôle de chargé de projet à la ville de Fort-de-France. Alors dernière session, la session des forces. Alors on vous a demandé de choisir 3 forces que nous avons collectivement en Martinique et qui nous permettraient justement d'aller vers cette Martinique rêvée de 2035. Alors la première force que vous avez choisie, c'est la citoyenneté, la responsabilité, le travail d'équipe. Je viens d'en parler en fait. C'est le travail d'équipe. Pour moi, c'est le travail collectif. Ça veut dire en gros, c'est ce que je préfère déjà personnellement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à
être sur des métiers individuels, etc. Moi, ce que j'aime, c'est animer du travail collectif avec différentes personnes. Quand je passe une journée, j'ai accompagné des artistes le matin, ensuite j'étais avec des chefs d'entreprise, ensuite j'étais avec des citoyens qui ont envie de faire quelque chose, etc. Je sens qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui est possible, encore une fois. Et j'ai l'impression qu'on a ça, dans notre culture. Dans notre culture. Notre être collectif. Voilà. Ensuite, la deuxième force, c'est l'espoir, l'optimisme, l'ouverture au futur. Oui, c'est pour ça que je suis venu. C'est que je trouve que la démarche est optimiste et j'ai déjà participé à certains forums qui s'annulaient. Je trouve ça intéressant d'avoir une vision collective. C'est cette espérance qui porte les gens finalement. C'est-à-dire que si moi j'espère que mes enfants vivront dans une Martinique apaisée, qui est, j'aime pas trop le terme apaisé, une Martinique qui est épanouie simplement. Martinique épanouie, ouais. Et avec la dernière force que vous avez choisie, donc c'est l'humilité et la modestie. Ouais, j'ai choisi ça tout à l'heure. Ouais, l'humilité et la modestie, non, c'est simplement, je pense que souvent on a tendance pour essayer de mettre en place des actions, il y a tendance à avoir une grande envie de changer les choses, mais en fait on est dans un petit territoire qui est complexe et même s'il faut une vision qui donne de l'ambition, c'est toujours commencer par des petites actions qu'on peut tenir. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, Césaire a dit un pas à tenir, l'autre pas, ça, c'est sûr. Oui. Mais surtout, voir comment déjà, ce qu'on fait, on peut essayer d'arriver au bout. Et tous les jours, je me dis, oui, mais au moins, tu as fait ça, ça et ça. Quand je sais que tout le reste n'est pas encore arrivé, ça me fait tenir. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre, très bien. Mais merci beaucoup, Mathieu Petit. Je vous rappelle que vous êtes chargé de projet à la ville de Fort-de-France. Merci d'avoir livré votre vision de la Martinique en 2035. Et oui, merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de votre attention. Merci. Et cette émission est importante parce que nous savons que c'est hier qui mène aujourd'hui, c'est jeudi qui amène demain. Donc, merci beaucoup. Et puis, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Martinique 2035 qui s'annule. Merci, à bientôt. Yes.